Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, alors c'est très gai de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. On va laisser rentrer les personnes. Allez-y, asseyez-vous, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Juste pour petite info, vous étiez aujourd'hui 700 inscrits, et ça on l'avait communiqué sur notre page Facebook, mais vous étiez aussi 388 dans la liste d'attente. Donc on a forcément dû faire des malheureux. Donc quel succès, merci à vous deux. Alors ce soir on a beaucoup de chance, on a la chance de recevoir le professeur Boris Zidovtsev, qui enseigne dans le département des sciences de l'activité physique et de la rééducation, et madame Anne Delvaux, qui est licenciée en éducation physique et qui est également diététicienne. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler de cerveau, mais surtout de sport, d'alimentation et d'hygiène de vie. Alors, vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, cette conférence, elle fait partie d'un cycle. Alors, je le passerai tout à l'heure pour vous faire un petit... pour que vous puissiez prendre connaissance de ce cycle. Donc, on avait envie, pour la troisième conférence de ce cycle, de vous parler donc, de cette thématique avec deux experts. Alors, ce cycle de conférences, il est organisé par Réalisme, le réseau... On vous fait des grands gestes là-bas au bout. Voilà, vous pouvez monter tranquillement. Le réseau Réalisme, qui est un réseau intersectoriel et qui est axé sur le bien-être et la santé mentale des enfants, des jeunes et de leurs familles. Alors, on n'organise pas évidemment ce cycle tout seul. On organise notamment évidemment avec Réjouissance, on les remercie d'ailleurs pour leur collaboration, mais aussi les réseaux Assuétudes que sont le RELIA et le RASEF. Openado et GLS sont également nos partenaires pour ce cycle de conférences. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce cycle, il a permis d'explorer différentes dimensions et différents éléments en lien avec le cerveau, puisqu'on a parlé des écrans avec le professeur Grégoire Borst en mars. On a parlé également en juin des drogues récentes avec le professeur Vincent Setin. Aujourd'hui, on parle du sport et de l'alimentation. Et en novembre, on parlera de l'alcool chez les jeunes, et particulièrement sur la maturation cérébrale des jeunes. Alors, je ne veux pas m'attarder davantage parce que ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter, et je vais vous souhaiter une bonne découverte pour cette thématique. Merci. Voilà. Vous m'entendez là, oui? Bien, bonjour à tous. Merci Corinne pour cette introduction. Merci au réseau Réalisme d'avoir mis en place ce cycle et de nous avoir invités dans le cadre de cette conférence. Merci à vous tous d'être présents si nombreux et intéressés par la thématique. Et un merci particulier aussi à Anne qui a accepté de relever le challenge de faire cette conférence avec moi sur le cerveau, l'activité physique, l'alimentation, l'hygiène de vie. Voilà, donc il faut savoir que nous, on est d'abord des spécialistes en sciences de la motricité, en éducation physique. Donc on va essayer de venir forcément avec ce point de vue d'expert. Mais dans le cadre de notre formation, on a évidemment des formations en lien avec l'ensemble du corps et notamment le cerveau. Et donc voilà, c'est quelque chose de passionnant et on espère qu'on va pouvoir vous intéresser. On espère aussi qu'on va pouvoir toucher des domaines pour lesquels vous êtes venus, parce qu'en fait c'est tellement large qu'on va sans doute pas pouvoir aborder tous les sujets, mais il y aura, je pense, une discussion à la fin et on pourra peut-être aborder d'autres sujets si nécessaire. Alors voilà, donc être bien dans sa tête et dans son corps grâce au sport et à l'alimentation, pourquoi et comment? C'est la question qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc, on va essayer de l'aborder avec différentes parties. On va d'abord partir des problématiques de société, de deux problématiques principales qu'on a identifiées. On va parler évidemment du lien entre l'activité physique, le cerveau, entre l'alimentation et le cerveau, essayer de mieux comprendre les interactions. Et puis, on va rentrer vraiment dans le sujet, c'est-à-dire comment l'activité physique peut venir impacter, influencer notre cerveau, et peut-être inversement, et comment l'alimentation peut avoir un impact aussi sur le cerveau.
Et puis on terminera par voilà, une présentation de notre point de vue sur comment peut-être améliorer les choses, notamment grâce à une approche éducative qui se fait voilà, relativement tôt. Ça, c'est important. Donc, la conférence fait effectivement référence à l'hygiène de vie, qui se définit comme l'ensemble des mesures destinées à promouvoir la santé. Alors, ça va faire référence à toute une série de choix, de styles de vie qu'on va faire et qui peuvent impacter de manière positive ou peut-être négative, finalement, notre santé, notre bien-être mental et notre bien-être physique. Voilà, et donc vous voyez la petite roue avec les différentes grandes thématiques qui sont concernées, les grandes catégories concernées par l'hygiène de vie. Et dans le cadre de la conférence aujourd'hui, on va se centrer sur deux grandes thématiques très importantes, sur l'activité physique, les exercices physiques, et sur l'alimentation, la nutrition. Alors le point de convergence avec le cerveau, c'est que notre vécu, nos expériences, notre éducation va conditionner quelque part notre cerveau, il va influencer ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir. Et on va essayer de parler de tout ça dans le cadre de la conférence. Voilà, et pour commencer, je souhaite poser toute une série, enfin deux grands problèmes sociétaux que je pense que vous connaissez parfaitement. Et un premier, c'est la sédentarité. On est dans une société qui de plus en plus se sédentarise et la malbouffe est omniprésente. Voilà, donc on va commencer par peut-être poser un cadre sur ce qu'est cette sédentarité, quels sont les impacts et aussi ces notions de malbouffe. Alors la sédentarité se définit comme toute période de faible dépense d'énergie pendant la veille, à l'opposition du sommeil. Donc pendant toute la période où on est éveillé, les moments où en gros on est assis, on est allongé, on est couché, ce sont des moments de faible dépense énergétique et ils sont associés à des moments de sédentarité. Donc là, vous êtes tous sédentaires. Alors la sédentarité, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans notre société. On va le voir pour différentes raisons. Et à côté de ça, l'activité physique se définit comme tout mouvement qui, produit par le muscle squelettique, est responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. On va retrouver évidemment une activation du système cardiovasculaire qui va se faire grâce à cette activité physique. L'activité physique, on va pouvoir la définir en fonction de son intensité. On a une intensité, par exemple, qui va être faible, modérée, intense ou très intense. Donc là, en fonction du type d'intensité, si par exemple je fais de la marche rapide, je fais une intensité considérée comme modérée. Si je me promène en vélo, je circule dans la ville pour mon transport sans forcer plus que ça, sans vouloir spécialement transpirer beaucoup, eh bien, je vais faire une activité modérée. Si je me mets à courir de manière un peu plus rapide, eh bien là, je fais une activité considérée comme intense. Donc là, au niveau scientifique, on a classé toute une série d'activités physiques en fonction de leur intensité. Alors, le titre de la conférence, on parle de sport. J'espère que vous ne vous sentirez pas floués parce que dans le cadre de cette conférence, on va beaucoup parler d'activité physique et un petit peu de sport, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que le sport, en fait, c'est une activité qui est codifiée, qui est structurée, organisée et qui généralement s'accompagne de compétitions. Donc le sport, c'est une forme organisée d'activité physique. C'est une des grandes catégories d'activité physique. Mais à côté de ça, il existe plein d'autres activités physiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les loisirs actifs. Si je veux me promener dans les bois, c'est un loisir actif. Si je fais du jardinage pour mon plaisir, c'est un loisir actif, par exemple. Il y a les déplacements. Marcher, rouler à vélo, en trottinette, ça peut être des déplacements actifs. Trottinette non électrique, évidemment. Ah oui, ça, on pourra peut-être en parler à la fin, mais trottinette électrique, évidemment, c'est un facteur de sédentarité. L'activité fonctionnelle,
c'est une obligation d'être actif pour différents objectifs. Par exemple, je fais mon ménage, je suis obligé de faire du ménage, ben, c'est une activité physique. Mon jardinage, mon jardin, je dois absolument le faire, je n'ai pas envie, ben, ça devient non plus un loisir, ça devient une activité fonctionnelle. Laver ma voiture, c'est une activité fonctionnelle. Après, il y a toute une série de métiers qui peuvent être très physiques, très actifs. Si on prend les métiers de la construction, c'est extrêmement physique. Il y a une activité physique qui est très importante. Par contre, tous les métiers du secteur tertiaire et des services sont souvent beaucoup plus sédentaires. Donc là, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être ici, dans la salle, des personnes qui ne sont pas du tout sportifs, mais qui, au total, sont très actifs. Ça, c'est tout à fait possible. Et il peut y avoir des personnes qui se considèrent comme sportifs, mais qui, à côté de leur discipline sportive qui est très cloisonnée, eh bien, le reste de leur journée, ils sont très sédentaires. Voilà. Donc là, il faut bien distinguer ces deux notions qui sont complémentaires, mais bien comprendre ce que ça recouvre. Alors, regardez ici, c'est une figure qui montre l'évolution dans notre société occidentale de l'activité physique et de la sédentarité. La ligne en noir, je vais voir si le pointeur, pour que tout le monde le voit, fonctionne. Je vais tenter le coup. Ici, ça fonctionne, oui. Voilà, vous voyez cette ligne en noir, eh bien, elle montre une augmentation de la sédentarité, du temps de sédentarité de manière générale dans notre société occidentale. Et vous voyez, il y a plusieurs lignes. Toutes les lignes, ce sont des types d'activités physiques différentes. Eh bien, on voit que, globalement, l'activité physique, de manière générale, elle a tendance à diminuer. Et ça a été synthétisé par toute une série de rapports. Alors, il y a beaucoup de recherches qui se font dans les milieux anglo-saxons, il y en a aussi beaucoup chez nous. Maintenant, les publications sont plus nombreuses chez eux parce que c'est leur langue et donc c'est très facile de publier. Ils publient beaucoup plus vite que nous. Ça, c'est un avantage de la langue anglaise, quand tout se fait en anglais, évidemment. Mais tout ça est pour dire qu'aux États-Unis, on a une diminution de 46% de l'activité physique au cours de ces dernières années, ces 60 dernières années, 35% en Angleterre. Et alors, si on regarde un petit peu les détails, ça, on ne le voit pas bien, mais je peux vous le dire, ce qu'on remarque, ce qui est intéressant, c'est que toutes les catégories d'activités physiques diminuent, sauf une, c'est les activités sportives organisées. Les activités sportives organisées, sur la durée, en fait, augmentées. Alors, on pense que les gens font plus de sport. Oui, ils font plus de sport, mais au total, en fait, ils sont beaucoup moins actifs. Donc voilà, donc là, ça peint un peu le tableau de la situation actuelle. Et très honnêtement, le mimétisme socioculturel qu'on a par rapport au monde anglo-saxon fait que c'est inimaginable que notre situation ici soit différente. Et les rapports belges montrent effectivement qu'on a exactement les mêmes tendances, avec quelques années de retard par rapport aux États-Unis, mais globalement, on évolue dans le même sens. Voilà, donc ça, c'était la première problématique. Et maintenant, je vais laisser la place à Anne pour expliquer la deuxième problématique. En ce qui concerne l'alimentation, évidemment, la problématique de notre société, c'est la malbouffe, ou la junk food en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est que la malbouffe? Si on doit définir la malbouffe, c'est une alimentation qui est ultra transformée. C'est souvent une alimentation industrielle, ultra transformée, qui contient beaucoup de calories, qui contient des mauvaises graisses, donc surtout des graisses trans et saturées, qui contient beaucoup de sucre libre, du sucre qui a été ajouté, donc c'est à l'inverse du sucre qui se trouve dans la constitution des aliments, qui contient beaucoup de sel, qui contient aussi un certain nombre d'additifs, mais par contre, qui ne contient pas beaucoup de nutriments essentiels, de micronutriments, donc qui est pauvre en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en fibres et aussi en acides gras de bonne qualité. Hop. Oui. Ah oui, ça va. Et donc, ici sur le graphique, on voit en fait que dans le monde, sur tous les continents, la vente de ces produits transformés, ultra transformés, ne fait qu'augmenter. Évidemment, elle est différente d'un continent à l'autre. Il y a des continents où la vente de malbouffe n'est pas très importante, mais on voit qu'elle augmente sur tous les continents, partout. Évidemment, ici, vous voyez, si j'arrive... Oh, bah,
Voilà. Sinon, regarde, je crois que ça fonctionne ici. Non, voilà, ça va. Ah, non. Ah, Là, oui. avec le pointeur, il Ah oui, fonctionne voilà. ici. Donc ici, vous voyez, ça c'est la quantité de nourriture ultra transformée qui est vendue aux États-Unis et en Australie. Ici, on est chez nous. Par contre, en Afrique ou en Asie de l'Est, on voit que cette vente est moindre, mais sur tous les continents, elle augmente. Avec quelles conséquences, évidemment? Avec une augmentation du pourcentage de personnes obèses. Ici, vous voyez l'augmentation dans tous les pays d'Europe du pourcentage de personnes qui sont obèses. Et voici pour l'Europe et la Belgique. Vous voyez qu'il y a environ, en Europe par exemple, 22% des hommes qui sont obèses. En Belgique, c'est 24%, et chez les femmes, 24% des femmes européennes sont obèses et 22% des Belges sont qualifiés d'obèses. Évidemment, la sédentarité et la malbouffe ont leur impact sur le pourcentage d'obésité. Et vous voyez ici que, sur le graphique de gauche, qu'à partir de 2011, le pourcentage de personnes obèses dans le monde a dépassé le pourcentage de personnes en sous-poids. Et ceci, évidemment, a des conséquences sur la santé, puisqu'on sait que, par exemple, le risque cardiovasculaire augmente avec le pourcentage d'obésité, sur l'autre graphique. Alors, on estime dans le monde qu'un décès sur 5 est lié à une mauvaise alimentation. Un décès sur 5, c'est déjà énorme. Et parmi les malnutritions, en fait, les mauvaises habitudes alimentaires sont responsables de la plupart des maladies. Et on voit ici que les mauvaises habitudes alimentaires, si je pointe le... Hop, où est-ce qu'il est ? Ah, on ne le voit pas. Enfin, les mauvaises habitudes alimentaires, c'est l'excès de sel, c'est la carence en céréales, la carence en fruits et la carence en fruits à coque. Donc, on retrouve ces mauvaises habitudes alimentaires sur la plupart des continents. Oups, je vais aller trop loin. Ah, voilà. Alors, on peut se demander, après tous ces constats, comment être bien dans sa tête, bien dans son corps, dans une société qui est une société de sédentarité et de malbouffe. Je repasse la parole à Boris. Voilà, donc là, c'est le constat de deux grosses problématiques de notre société. Et évidemment, l'activité physique et une alimentation de qualité sont des éléments importants qui peuvent contribuer justement à l'amélioration de notre santé. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, quels sont les bienfaits, finalement, de cette activité physique? Quels sont les bienfaits de cette alimentation? Alors, l'activité physique, pour commencer, ici, j'ai retrouvé deux figures qui synthétisent de manière extrêmement schématique les bienfaits. Les bienfaits, il faut se faire à court terme, c'est-à-dire, ça c'est sur la figure de gauche, ici, de manière immédiate, après l'activité physique, on peut avoir une amélioration notamment de la qualité du sommeil, on peut avoir des effets psychologiques positifs sur l'anxiété, sur le bien-être, et on peut avoir aussi des effets métaboliques physiologiques, notamment sur la pression artérielle qui va diminuer. Donc ça, c'est des effets qui sont bénéfiques à court terme. Mais on sait surtout que l'activité de manière répétée, régulière, va avoir énormément d'effets bénéfiques sur l'ensemble de l'organisme, sur forcément le développement du système cardiovasculaire, la condition physique, sur le développement musculaire, sur la densité osseuse notamment, sur, on va le voir plus en détail aujourd'hui, sur la fonction cognitive, le cerveau, sur les aspects psychologiques également. Et puis, il y a surtout toute une série de pathologies
qui bénéficient d'une activité physique régulière. On va retrouver une plus faible prévalence chez ceux qui sont fortement actifs, notamment toutes les maladies métaboliques et chroniques, l'obésité, le diabète de type 2, les problèmes d'hypertension notamment, et toute une série de cancers aussi. On a remarqué que la prévalence des cancers et la sévérité des cancers pouvaient être plus faibles dans le cas de personnes plus actives. Donc, les effets bénéfiques sont vraiment très, très importants. Et James Sallis, qui est une référence mondiale dans le domaine de la promotion de l'activité physique, et qui a un jour écrit une phrase, je pense que maintenant de nombreux collègues reprennent en conférence parce que je pense qu'elle veut dire beaucoup de choses. Si les nombreux bénéfices de l'activité physique pouvaient être condensés dans une seule pilule, cela constituerait simplement le médicament le plus prescrit au monde. Voilà, je pense qu'on peut réfléchir à cette question. Je pense qu'elle a beaucoup de sens. Alors évidemment, on est dans une société où il y a des graves problèmes par rapport à ces deux questions qu'on a posées. Et puis il y a quand même, je pense, des organismes qui essayent de faire, et nos gouvernements, ils essayent malgré tout de faire la promotion de l'activité physique parce qu'ils savent que c'est important pour la santé. L'OMS est très actif et il développe des outils qui permettent de mieux comprendre, mieux connaître les recommandations, et ce sont des documents qui sont généralement accessibles dans pratiquement toutes les langues gratuitement en ligne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez sur l'OMS, recommandations activité physique, et vous allez trouver plein de documents. Et ils ont fait des documents en fait pour différentes catégories de personnes, pour les adultes, pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées. Donc voilà, donc il y a des recommandations qui existent. Je ne vais pas détailler tout ça, mais j'ai vu qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps cette petite figure que j'ai ajoutée. Je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle synthétise un peu l'esprit global. La première chose en jaune, c'est « Every move counts », donc chaque mouvement compte, chaque petite action, chaque petite activité est importante, donc c'est-à-dire c'est mieux ça que rester sédentaire. Et donc là, l'objectif, c'est qu'ils se sont rendus compte que parfois les recommandations étaient difficiles à atteindre, mais que ça décourageait. Donc il ne faut pas se décourager, il faut avant tout commencer déjà par se mettre dans le mouvement. Première chose. Et donc on voit en rouge à gauche, là, l'objectif c'est de réduire la sédentarité. Donc comment réduire la sédentarité? La remplacer par l'activité physique. On voit qu'on a des recommandations qui vont varier en fonction de différents types de populations. Et notamment, ils ont fait, ça c'est intéressant, un document pour les femmes enceintes. Ben oui, parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes enceintes, c'est important qu'elles bougent. Elles doivent bouger plus ou moins 150 minutes par semaine d'activité modérée à intense. Voilà, donc ça c'est des recommandations. Et pourquoi? Ben parce qu'on se rend compte que c'est bon pour la santé de la maman et c'est bon pour la santé du fœtus. Voilà, il y a des études qui ont clairement montré que dès la grossesse, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, il y a des recommandations pour les enfants de différents âges, pour les adultes, pour les personnes âgées, avec des nombres qui parfois changent un petit peu, mais en gros, on se rapproche souvent de plus ou moins 300 minutes d'activité idéalement par semaine, voilà, qui peuvent être réparties. Chez les enfants, on recommande de tous les jours bouger 1 heure. Ça, c'est ce qu'on recommande, tous les jours. Ce n'est pas 300 quand on veut dans la semaine, c'est tous les jours, il faut qu'ils bougent chez les enfants. Ça, c'est la recommandation. Et puis, il y a une question d'intensité, et puis il y a une question de qualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Et là, on sait que, oui, l'endurance, le système cardiovasculaire, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Chez les enfants, le développement moteur est hyper important. Et donc, ça veut dire que maintenant, ils ont mis dans leurs recommandations, c'est important de bouger sur le plan quantitatif, mais au niveau qualitatif, c'est important de veiller à développer les différents grands mouvements fondamentaux. Chez les personnes âgées, là, il y a un risque de chute, c'est important de renforcer la musculature, donc on va dire, oui, activité physique, mais faites du cardiovasculaire, faites du musculaire, faites de l'équilibre, parce que là, l'équilibre est très, très important d'être stimulé chez les personnes âgées. Voilà, donc là, il y a toute une série de recommandations, je ne vais pas évidemment les détailler ici, mais qui sont importantes, et j'en fais la promotion, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est important, et donc si vous êtes concerné par une tranche d'âge, je vous invite à aller voir ces documents, les lire et voir de quoi ça parle. Voilà, donc là, en ce qui concerne les recommandations par rapport à l'alimentation, Anne va en parler tout à l'heure, dans le cadre de sa partie, donc on va réserver ça un peu de côté.
Et là maintenant, on va parler des liens entre le cerveau et l'activité physique, et le cerveau et l'alimentation. Alors le cerveau, j'ai pris une figure qui est très limitative, mais on sait que le cerveau est constitué de différentes zones et qu'en fonction des zones, il y a des fonctions qui sont spécifiques. Donc ça, c'est une chose qu'on connaît bien. Et on sait aussi, là on a une vue extérieure du cortex, du tronc cérébral et du cervelet. On n'a pas de vue de ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a toutes des zones qui sont très importantes aussi à l'intérieur. Alors ici, la figure, elle est là surtout pour illustrer l'importance en fait de chaque partie dans l'activité physique, dans les activités physiques et sportives. On peut être certain que pratiquement toutes les parties du cerveau vont être sollicitées quand on est en mouvement, quand on fait une activité physique et sportive. Alors prenons le lobe frontal, par exemple, qui est le lieu où on va retrouver notamment les fonctions exécutives, celles qui nous permettent de résoudre des problèmes, celles qui nous permettent de faire des choix. Eh bien, elles sont très importantes dans la motricité volontaire. Elles vont permettre de faire des choix et puis de sélectionner des mouvements pour les réaliser. Le lobe temporal, qui se trouve ici sur le côté, on va retrouver une zone qui est associée à l'ouïe, à l'audition et au langage, c'est près des oreilles. Et on a aussi une zone qui va être largement impactée au niveau de la mémorisation. Fonction, compétence transversale, évidemment. Le tronc cérébral, qui est l'intersection entre le cerveau et la moelle épinière, on va y retrouver toute une série de fonctions régulatrices, notamment le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Le lobe pariétal, qui se trouve plutôt dans la partie supérieure et postérieure donc, du crâne, et là on va retrouver notamment l'aire des intégrations sensorielles, avec notamment des fonctions sur tout ce qui est structuration spatiale et aussi coordination visio-motrice. Le lobe occipital, c'est vraiment une zone qui est spécifique à l'aire de la vue et donc tout ce qui est en lien, notamment la perception des mouvements et trajectoires, par exemple. Et alors le cervelet, qui est l'organe qui va notamment intervenir dans l'équilibre, la coordination motrice et la précision de certains gestes. Donc, comme on le voit, les activités physiques et sportives vont venir stimuler toute une série de zones de notre cerveau. Alors ici, pour vous donner un exemple, on va partir sur un exemple, c'est ce qu'on appelle la boucle sensorimotrice. Pour nous, en éducation physique, c'est quelque chose de très important parce que c'est une boucle qui est tout le temps stimulée et qui fait l'objet de nombreux apprentissages. Et on va voir qu'elle est stimulée à la naissance de l'enfant dans le développement de son cerveau. En fait, cette boucle sensorimotrice, on ne le sait pas, mais elle est très, très, très importante dans le développement primaire du cerveau. Et cette boucle sensorimotrice, je vais vous donner un petit exemple concret. Alors, j'ai oublié de prendre, j'avais imaginé prendre des balles de tennis, j'ai oublié de les prendre. Donc, voilà. Et donc, j'imaginais les lancer là dans l'auditoire. Et vous demandez qu'est-ce qui se passe si je vous lance une balle dans votre direction dans l'auditoire, si elle se dirige dans votre direction. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe dans le schéma de gauche. Donc, la balle arrive dans votre direction. Au niveau des yeux, vous l'observez, ça c'est le lobe occipital qui va intégrer les informations, la trajectoire, et qui va transférer ces informations vers le cortex préfrontal. Et au niveau des cortex préfrontal, vous allez comprendre ce qui se passe. Et là, c'est là que la prise de décision va se faire. Vous allez vous dire, vous allez analyser, c'est une balle de tennis, je sais quel poids ça a, je sais quelle taille ça a, je vois la vitesse à laquelle elle arrive, je connais ma capacité de réception d'une balle, qui peut être bonne ou mauvaise, et en fonction de l'analyse très rapide de tout ça, je vais prendre soit deux décisions. Soit j'ai un petit peu peur, je ne suis pas sûr de moi et j'esquive, soit je challenge et j'essaie d'attraper. Ça, c'est votre cortex préfrontal qui va prendre cette décision.
Une fois que la décision est prise, c'est lancé. Je ne sais pas revenir en arrière. Là, j'agis. Donc, soit j'essaie d'attraper, soit j'esquive. Okay, et là, il y a une programmation motrice qui est faite dans le cortex moteur, qui se trouve là en situation 5, et qui va lancer et qui va décider qui va rassembler une série de programmes moteurs, on va dire ça comme ça, qui vont me permettre de rattraper la balle si je décide de l'attraper, ou me permettre de bien esquiver si mon objectif, c'est de ne pas me faire toucher par la balle. Voilà, et ça va me permettre de réaliser mon mouvement. Forcément, tout ça va stimuler différentes zones de manière extrêmement rapide et efficace, et la répétition va faire que je vais améliorer et que je vais stimuler différentes zones du cerveau. Donc, la répétition de mouvements de ce type-là, en fait, contribue évidemment à développer ma motricité, mais aussi parce que je vais développer des programmes moteurs, je vais les entretenir, je vais les ajuster, et tout ça se fait dans le cerveau aussi. Voilà, et quand je frappe dans un ballon au niveau du foot, c'est pareil, c'est la même boucle. Parfois, on parle du modèle cybernétique pour dire, voilà, c'est une boucle entrée, c'est l'information qui rentre, avec les aptitudes perceptives. Le traitement de l'information se fait dans le cerveau, et puis la sortie, c'est le mouvement qui va être effectué, qui va être décidé. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret de l'interaction entre le mouvement, l'activité et le cerveau. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Anne pour qu'elle présente l'interaction entre l'alimentation et le cerveau. Et donc, l'intestin peut être qualifié de deuxième cerveau parce que, après le cerveau, c'est l'organe du corps humain qui contient le plus de neurones. Le dialogue entre l'intestin et le cerveau se fait par une autoroute à 4 voies, qu'on appelle ça, mais surtout par l'intermédiaire du microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce que c'est que le microbiote intestinal? C'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent en symbiose dans la lumière intestinale. Qu'est-ce que ces bactéries font dans la lumière intestinale? Elles produisent des métabolites. Et les métabolites qui sont produits par les bactéries du microbiote sont soit directement envoyés dans le sang, donc c'est la voie sanguine, pour aller dans tout le corps, avoir des effets dans tout le corps, soit les métabolites stimulent la production de cytokines dans les cellules immunitaires, donc elles vont avoir un effet sur les cellules immunitaires, via de nouveau la voie sanguine et via le nerf vague, donc via la voie nerveuse. Les métabolites des bactéries peuvent aussi stimuler les cellules endocrines de l'endothélium. L'endothélium, c'est la paroi intestinale. Et là, produire des hormones qui vont aussi avoir une influence via le sang et via les nerfs. Et enfin, il y a la voie nerveuse directe. Les métabolites peuvent directement stimuler les nerfs via le nerf vague vers le cerveau. Et inversement, la circulation se fait aussi du cerveau vers les cellules nerveuses de l'intestin. Et donc, l'importance du microbiote dans le dialogue entre l'intestin et le cerveau a été bien mise en évidence par des expériences, par exemple des expériences sur des souris. Donc, qu'est-ce qu'on a fait par des expériences? On a pris des souris, par exemple des souris qui étaient normales. On a pris le microbiote de souris obèses, on a transféré le microbiote des souris obèses sur les souris normales, et les souris normales sont devenues obèses. On a fait la même chose avec des souris anxieuses. On s'est rendu compte qu'en transférant le microbiote des souris anxieuses sur des souris saines, eh bien, les souris saines devenaient anxieuses. Donc, on a vraiment prouvé par des expériences sur des souris l'importance du microbiote. Chez l'humain, on a aussi remarqué
qu'en faisant des analyses de microbiote, eh bien, on se rend compte que certaines bactéries soit sont présentes, soit sont absentes en fonction de certaines maladies. Ah, c'est une petite pause. Voilà, merci Anne pour cet exemple de lien entre alimentation, microbiote et cerveau. Et maintenant, eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais pour que l'activité physique a un impact positif sur l'attention. Et comme on aimerait bien que vous soyez concentrés jusqu'au bout, on a préparé une petite pause active et je pense que Anne a préparé une petite surprise. Donc, je vous demande à tous de vous lever. Oui, ça va peut-être être un peu difficile pour ceux qui ont pris de quoi noter. Mais bon, vous allez faire l'effort. Est-ce que tout le monde me voit? Oui? Alors, je ne sais pas si je peux monter là, mais je ne pense pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah bah pourquoi pas alors, si on peut. Ça, on ne l'a encore jamais vu, hein, je pense. Bon, ne le dites pas, on ne filme pas. On ne le dira pas, on ne le filme. Voilà, comme ça, je suis sûre que tout le monde me voit. Alors, on va marcher parce qu'on va aller à la cueillette de pommes. Donc, on marche. Alors, voilà. C'est une petite histoire, hein. Donc, on vient du CEREQI. Le CEREQI, c'est le Centre d'études de recherche en kinanthropologie. On fait de l'activité physique et motrice avec des enfants de maternelle. Anne est une grande spécialiste. Alors, vous allez comprendre. Je regarde si je vois des arbres qui sont pleins de pommes. Je regarde partout. Est-ce que j'en vois? Oui, j'en vois. Oh, je dois aller chercher les pommes, mais pour aller chercher les pommes, je dois passer d'abord une barrière. Il faut que je lève les genoux très haut. Allez, on lève les genoux. Et puis, je dois marcher dans les ronces. C'est pareil, je dois lever les genoux pour marcher dans les ronces. Ça va, j'arrive tout près de l'arbre. OK. Il est plein de pommes, je ramasse les pommes. Je cueille les pommes. Je cueille les pommes. Il y en a plein, c'est bien. C'est une année à pommes. Voilà. Mais elles sont de plus en plus hautes. Je dois lever, je dois me mettre sur la pointe des pieds pour aller cueillir les pommes. Oui, bien. Et je dois monter à l'arbre. Je dois monter dans l'arbre. Et là, je m'assieds sur une branche. Attention, on va devoir rester assis comme ça. Pas sur la chaise, hein. Je vérifie. Et je vais aller cueillir les pommes. Là, loin. Ouah, il y a plein de pommes. Il y a plein de pommes. Voilà. Bien. Ah, je vais monter sur une autre branche. Celle-là, elle est plus petite. Et je vais cueillir les pommes. Ok, je vais pouvoir redescendre de l'arbre et mettre toutes mes pommes dans un panier et je vais mettre le panier sur ma tête. Et je vais retourner en me tenant bien droite, bien grande parce que le panier il bouge. Et je dois les garder sur ma tête pour retourner manger toutes ces pommes. Ok, je peux prendre le panier, le déposer et respirer. Je vais pouvoir faire une bonne compote. Et comme quoi, manger des pommes, ça fait aussi bouger. Merci, bravo. On avait dit qu'on viendrait avec notre touche éducation physique, hein. Et c'est filmé. Ah bah, on espère bien. Il y aura des archives comme ça. Félicitations à tous, vous avez joué le jeu, c'est bien. Bien, j'espère que maintenant, justement, votre cerveau a été bien oxygéné parce qu'on va rentrer dans la partie un peu plus complexe, technique de la conférence. Et donc, on va parler du rôle de l'activité physique sur le cerveau, sa santé, son développement. Alors, par rapport à ça, je me suis inspiré d'une étude scientifique de Stillman et collaborateurs 2016 qui propose justement une approche descriptive sur comment les différents niveaux de changement liés à l'activité physique peuvent influencer notre cerveau. Et donc on va voir qu'il y a
un premier niveau qui est un niveau dit moléculaire et cellulaire. Et ensuite un deuxième niveau qui est les changements qu'on va retrouver au niveau de la structure, au niveau du fonctionnement du cerveau. Et puis, ces changements peuvent avoir des impacts sur notre comportement, sur nos émotions, mais aussi sur notre fonction cognitive. Alors, le graphique ici, c'est un article récent de Cefis et collaborateurs qui, voilà, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, génial, ça c'est vraiment ce que je cherchais, parce que ça permet justement de visualiser de manière schématique les 3 grands axes d'action de l'activité physique au niveau cellulaire et moléculaire. Alors, je vais un petit peu vous aider à lire ce graphique, parce que c'est vrai que c'est tout petit. Alors, il y a un premier niveau, c'est concrètement quand vous êtes en activité physique, forcément, vous êtes dans une activité qui est volontaire, donc votre cerveau fonctionne. Donc, ce qui se passe au niveau des neurones, il y a une activité qui est réelle. Cette activité qui va s'accompagner de libération de toute une série de molécules, notamment des neurotransmetteurs. On va retrouver, vous en connaissez, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Et ces neurotransmetteurs, ils ont différentes fonctions et notamment, ils vont venir agir sur la production du BDNF. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du BDNF, c'est une molécule très importante, c'est un facteur neurotrophique, c'est-à-dire c'est une protéine qui va contribuer au développement de votre cerveau de manière générale. Je vais expliquer comment un peu après. Donc c'est BDNF comme Brain Derived Neurotrophic Factors. C'est les abréviations de cette molécule. Donc ça, c'est une première voie. Il y a une deuxième voie, c'est le fait que quand je fais de l'activité physique, c'est ce que vous venez de faire, vous venez d'augmenter la circulation de sang dans votre cerveau, vous venez d'améliorer l'oxygénation de vos cellules neuronales, et ça va aussi venir libérer des molécules et favoriser la stimulation de BDNF, mais aussi de VEGF. Le VEGF, c'est vascular endothélial growth factor. Donc c'est un facteur aussi de croissance, mais qui lui va agir très spécifiquement sur les vaisseaux sanguins de votre cerveau. Et le troisième élément sur lequel l'activité physique va agir au niveau de votre cerveau, de son développement, c'est ce qu'on appelle les exokines. Exokines, exercice, des messagers de l'exercice. Et il peut venir directement des muscles qui sont sollicités, et il peut venir d'autres organes. Le foie notamment va être un organe qui va libérer des exokines à l'exercice. Voilà, et on va retrouver toute une série de molécules qui sont connues pour avoir des effets bénéfiques sur le cerveau, de l'IGF-1, c'est Insulin Growth Factor, c'est un facteur de croissance lié à l'insuline. On a le BDNF aussi qui peut être directement ou indirectement libéré, l'irisine, qui est une molécule qui agit notamment en partie sur les graisses, mais qui a un effet positif aussi sur le cerveau. Et le lactate, le fameux lactate, qui est souvent considéré comme un déchet métabolique, ce qui n'est pas du tout exact, et qui est une très bonne molécule et qui en plus a un effet généralement anabólisant par exemple sur le muscle, mais aussi on sait qu'elle va aider à la stimulation du BDNF dans le cerveau. Et donc ça veut dire que c'est aussi une molécule qui vient de l'exercice et qui pourtant a un effet positif sur le développement du cerveau. Voilà, alors c'est un petit peu complexe, ça je vous l'accorde, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a plusieurs voies, plusieurs façons, plusieurs méthodes que le corps va utiliser pour venir quelque part stimuler et générer notamment une amélioration de la fonction cognitive. Alors voyez ici, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des améliorations de la fonction, on a ici 3 grandes améliorations. Il y a une première chose, c'est ce qu'on appelle la neurogenèse. La neurogenèse, c'est la création de nouveaux neurones.
Donc votre cerveau, en permanence, il va créer, alors il y a des cellules qui meurent et des cellules qui naissent, mais il va créer en permanence, il y a de la destruction, construction de cellules, mais on va augmenter la quantité de construction de cellules de neurones. Ça, c'est une première chose. Et le BDNF et l'activité physique et sportive augmentent effectivement cette neurogenèse. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Vous savez que les connexions vont se faire entre neurones, au niveau des synapses notamment. Eh bien, des nouvelles connexions synaptiques vont permettre de développer davantage le réseau. Ça, c'est une première chose qui est importante et qui est améliorée avec l'activité physique. Mais il y a aussi le fait que vos connexions, il faut savoir que si elles ne sont pas stimulées, elles ont tendance à être éliminées. Donc, en permanence, le cerveau il crée des connexions synaptiques. Et si vous faites régulièrement, eh bien, cette activité, elles vont se renforcer. Si par contre, vous le faites juste quelques fois puis vous arrêtez, eh bien, les connexions synaptiques vont avoir tendance à être éliminées. Ce qui n'est pas utilisé est éliminé. Donc le fait d'être actif de manière régulière, c'est quelque chose qui est important pour renforcer ces connexions synaptiques. Voilà. Et alors le BDNF en association avec le VEGF, que j'expliquais tout à l'heure, eh bien, il va favoriser ce qu'on appelle l'angiogenèse. L'angiogenèse, c'est la création du système vasculaire cérébral. Création de nouveaux capillaires, de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont augmenter l'apport en sang dans le cerveau et améliorer quelque part l'apport en oxygène. Et on sait que rien que ça, c'est quelque chose qui va favoriser la survie des neurones. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Voilà, donc on voit ces mécanismes, ils permettent d'expliquer des changements structurels et fonctionnels du cerveau. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure que la boucle sensorimotrice, je perçois, je réfléchis, j'agis, est primordiale dans le développement du cerveau. Et il y a une étude déjà ancienne qui a mis en évidence que les mouvements réflexes du bébé, réflexes, c'est-à-dire ce sont des mouvements qui sont non volontaires, ils ne sont pas commandés par le cerveau. Les mouvements réflexes, ils dépendent directement de la moelle épinière, ils ne sont pas volontaires. Donc ces mouvements réflexes, ils sont apparents avant la motricité volontaire. Ça, c'est une première chose. Et on sait que les mouvements, en fait, le bébé, en faisant des mouvements réflexes, va en même temps venir stimuler les organes sensoriels. On a plein d'organes sensoriels dans notre corps, et des organes kinesthésiques qui sont sensibles au mouvement, mouvement kinesthésique, sensible au mouvement, notamment les fuseaux neuromusculaires. On peut avoir des récepteurs cutanés, on a des organes tendineux de Golgi, par exemple, ce sont des organes sensibles au mouvement. Eh bien, ces organes-là, ils vont être stimulés par les mouvements réflexes et ça va en fait venir amener des potentiels d'action, des stimulations au niveau de zones du cerveau et en fait, ces mouvements vont venir aider, contribuer au développement du cerveau dans les premières semaines de la vie et même dans le ventre de la maman. Donc on va retrouver ce fameux phénomène de neurogenèse, de connexion synaptique qui va progressivement permettre au cerveau de se développer et de passer progressivement d'une motricité totalement réflexe à une motricité dite rudimentaire, pour lesquelles on est tous génétiquement programmés. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important, de prendre conscience que dès les premiers mois de la vie, il y a déjà des enjeux qui se font au niveau du mouvement. Et ça, je n'ai pas repris l'étude, mais il y a des études qui ont également montré que dans le ventre de la maman, le fait que la maman soit active, eh bien, ça va aussi aider à une forme de maturité au niveau du système nerveux, ça va aider la myélisation des axones, c'est une substance qui va favoriser la conduction de l'afflux nerveux. Eh bien, cette myélisation va être plus aboutie chez l'enfant où la maman est active pendant la grossesse.
Voilà, donc on est maintenant conscient que l'activité physique, même dans le ventre de la maman, est quelque chose d'important et que les mouvements réflexes vont contribuer à ce développement. Alors là, c'est une figure que j'enseigne à tous mes étudiants parce que c'est un modèle qui est très important dans le développement de la motricité. C'est le modèle de Hultin, c'est un modèle assez récent, qui part de cette motricité réflexe, hein, donc les mouvements de succion, mouvements d'attraper par exemple, hein, qui sont des mouvements réflexes. Si vous touchez la voûte plantaire, il y a un mouvement de triple flexion qui se fait. Donc ça, il y en a que je pense qu'ils connaissent. Et progressivement, on va arriver vers ce qu'on appelle la motricité rudimentaire, par exemple marcher, hein, attraper, lâcher, par exemple. Ce sont des mouvements que tous les êtres humains vont faire, quelle que soit leur stimulation, parce qu'on est programmé dans cette évolution. Et puis il y a, si vous voulez, un premier filtre, qui est un filtre dit socio-culturel et géographique, qui va venir influencer comment cette motricité rudimentaire va évoluer. Donc, et là, on évolue vers une motricité qui est plus complexe, qui va être plus fonctionnelle. Par exemple, dribbler un ballon en basketball, faire un saut en longueur, quoique ça, c'est assez naturel quand même, mais rouler à vélo, nager, ce sont des éléments de la motricité qui sont quand même, qui ont une certaine complexité, mais qui restent des fondamentaux. On n'est pas du tout dans du sport de haut niveau. Hein. Eh bien, cette motricité fondamentale, elle est largement influencée par le contexte socio-culturel et géographique dans lequel on vit. Devinez dans quel pays est-ce qu'on apprend le plus tôt à rouler à vélo, vous pensez? En Hollande, au Danemark et en Flandre. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est comme ça. Okay, si on prend la natation, là, je ne suis pas sûr d'avoir des données comparatives, mais je sais par exemple qu'en Australie, ils sont très précoces. Et ce n'est pas un hasard parce que le savoir aquatique, c'est quelque chose qui est très important dans un pays entouré d'océans. Voilà. Et donc, ça veut dire que là, les choix moteurs, notre culture va influencer comment notre motricité va se développer. Et ce qui est très important, c'est, en fait, à ce moment-là, ça va être de diversifier les expériences motrices. Et là, il y a ce qu'on appelle une barrière de compétence. Barrière motrice de compétence, c'est-à-dire, on sait maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence cette problématique-là. Si vous ne développez pas la motricité de manière variée, diversifiée, en fonction des différents mouvements fondamentaux, locomotion, savoir lancer, rattraper, mouvement de rotation, mouvement de manipulation d'objets. Voilà, il y a plein de catégories, il y a plusieurs catégories de grands mouvements fondamentaux qui existent. Eh bien, on doit essayer de les développer de manière assez complète et complémentaire. Et on sait que si ce n'est pas le cas, après, les jeunes enfants peuvent éprouver des difficultés pour pouvoir ensuite apprendre des mouvements plus complexes et pointus qu'on va retrouver dans les disciplines sportives. Hein, et donc, ça veut dire que là, ils ne vont pas pouvoir s'exprimer. Et c'est pareil pour les activités physiques de loisirs. Si on n'a pas des compétences motrices qui sont suffisamment larges, on va aussi avoir des difficultés de s'épanouir dans des activités de loisirs qui peuvent être activités physiques pour le bien-être, la santé. Et donc, on va avoir tendance à les éviter. Que si on a une base motrice large, en fait, on va plutôt avoir un éventail de possibilités qui est beaucoup plus large. Voilà, donc ça, après, il y a d'autres composantes psychologiques, physiques qui interviennent. Voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf peut-être la composante psychologique. C'est clair que, notamment au niveau de la motivation, il y a une composante qui est importante, c'est le sentiment de compétence motrice et compétence physique. Ça a été étudié. On sait que quelqu'un qui a une bonne perception de ses propres compétences va, en termes de motivation, va être beaucoup plus attiré par des activités physiques et sportives et va rester motivé dans une activité donnée. Donc, il y a moins de probabilité d'abandonner. Alors, j'ai pris les briques de Lego pour illustrer un petit peu le concept derrière. Donc, quand vous développez votre motricité, et ça se fait avec votre cerveau, hein, parce qu'en fait, dans votre cerveau, quand vous avez des expériences motrices, vous finissez par mémoriser et stocker des unités de mouvement.
hein, c'est ce qu'on appelle les programmes moteurs. Et ça, c'est votre cerveau qui les stocke. Donc, lien activité physique, motrice, cerveau, enfance, il est très important. Et chaque programme moteur, ben vous allez les stocker. Évidemment, si vous répétez et si vous multipliez les expériences, il faut dire que chaque programme moteur, de manière schématique, c'est une brique de Lego. Si j'ai une pratique qui est diversifiée, ben je vais en fait accumuler, que je fais beaucoup d'activités motrices quand je suis enfant, je vais accumuler plein de sortes de Lego différents et beaucoup de Lego. Eh bien, avec tous ces programmes moteurs, je vais avoir la possibilité beaucoup plus facilement ensuite d'apprendre des gestes plus spécifiques, plus orientés et fonctionnels. C'est-à-dire que si à un moment donné on me dit, ah ben voilà, fais-moi tel type de geste, ben, je vais avoir les capacités motrices d'y arriver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Okay, donc ça, ce capital moteur se fait pendant l'enfance. Il est très important et ce capital moteur va, lui, nous permettre après, au niveau moteur, d'apprendre plus facilement, plus rapidement, d'avoir une capacité justement d'apprentissage moteur plus rapide. Donc voilà ça, et forcément, quand on est avec des sportifs de haut niveau, ben, on veut qu'ils, dans des situations de haute sollicitation, de haute contrainte, ils soient capables d'être très précis. Et donc, il faut avoir un capital moteur qui est généralement élevé. Et les études scientifiques ont montré que, par exemple, les sportifs qui se sont hyper spécialisés de manière précoce, généralement avaient beaucoup plus de chances d'abandon et arrivaient avec moins de chances d'arriver vraiment au top niveau, alors que ceux qui avaient eu dans leur enfance une motricité diversifiée avaient, eux, plus de chances d'atteindre le haut niveau. Ce qui est, quelque part, une preuve indirecte de cette approche. Alors, conscient de ces questions-là, de ces enjeux, il y a des modèles qui ont été proposés. Et notamment, le modèle canadien. Les Canadiens sont assez dynamiques dans toutes ces réflexions sur le long terme, sur l'éducation. Et ils ont développé il y a quelques années ce qu'on appelait le DLTA, développement à long terme de la tête, certains connaissent peut-être. Et ce modèle, il a continué à évoluer. Et maintenant, ils ont dit oui, non, ce modèle est trop centré sur le sportif de haut niveau. Nous, on veut un modèle qui est holistique, un modèle qui ne tient compte pas que des sportifs de haut niveau, mais de ceux qui aiment faire du sport, mais qui ne veulent peut-être pas faire de la compète, ou peut-être pas être à haut niveau, peut-être qu'on n'a pas le niveau, le potentiel. Voilà. Et donc, pour pouvoir conserver une motivation, c'est important d'avoir un bon bagage et d'être dans des conditions qui sont optimales. Et ils ont développé, on a ici, c'est le modèle maintenant qui s'appelle le DLTSAP pour développement à long terme par le sport et l'activité physique. Donc ils intègrent l'idée que le développement à long terme peut se faire de manière non sportive, par une activité physique régulière. Et ils proposent toute une série de recommandations en fonction de l'âge, avec la possibilité, quand les bases sont bonnes, de pouvoir s'exprimer dans le sport de compétition, éventuellement de haut niveau, ou simplement de se donner un bon bagage pour rester actif tout au long de sa vie. On va retrouver le concept de littératie physique ici, son développement et son maintien, que j'évoquerai plutôt en fin de conférence. Voilà, donc on va plutôt favoriser une pratique multisport. Ce n'est pas toujours possible. Et retenez-vous, c'est toujours mieux un seul sport qu'aucun, de toute façon. Hein, ça, c'est clair. Mais si on a possibilité, ben voilà, le multisport, c'est toujours mieux. En tout cas, pendant l'enfance prépubère. Et ces conditions-là sont bonnes, en fait, aussi bien pour permettre l'émergence d'une performance sportive de haut niveau s'il y a des bonnes conditions, et sont aussi favorables au fait de favoriser l'acquisition d'un mode de vie actif sur le long terme. Voilà, et ça va dépendre notamment des compétences motrices et de la capacité d'apprentissage qui va dépendre forcément de ce que j'ai expliqué juste avant. Voilà, alors ici, une question qu'on peut se poser, c'est finalement, les effets sur le cerveau dépendent-ils du type d'activité? Ça, c'est une question légitime qu'on peut se poser. Et de manière générale, dans un premier temps, les études ont plutôt montré que c'était surtout les activités d'endurance qui semblaient être vraiment bénéfiques pour le développement du cerveau.
Et puis, il y a des études qui se sont intéressées à la force et qui ont montré que finalement, oui, l'entraînement musculaire peut aussi également améliorer la fonction cognitive. Et puis, il y a des études qui sont venues et qui ont montré que les activités de corps motrice, les activités de danse, les activités de yoga peuvent aussi avoir un impact positif sur la fonction cognitive. Donc, il s'avère que finalement, il y a plusieurs moyens et que toutes les activités sont bénéfiques, d'une façon ou d'une autre, de toute façon, sur la fonction cognitive. Alors, on va quand même distinguer cette publication, permet de distinguer deux choses. Désolé, c'est en anglais, je vais traduire. Donc, on a d'un côté deux grandes catégories d'exercices, l'endurance, l'aérobique, hein, donc c'est aller courir, par exemple, et strength, c'est l'entraînement en force, la musculation. Ça, ces deux types d'entraînement, ce sont des entraînements plutôt à composante physique, hein, et qui vont avoir un effet métabolique, mais aussi, bon, c'est pas tout à fait exact, métabolique bien sûr, mais neuromusculaire aussi, parce qu'ils ont mis neuromusculaire ici, ben voilà, là je peux critiquer. Et ici, on a des activités, flexibility, c'est souplesse, bon, on va parler du tai chi, le yoga par exemple, balance, équilibre, coordination. Eh bien, ces activités-là, elles vont plutôt avoir un effet sur les composantes motrices. Et ici, ils évoquent la demande neuromusculaire. Alors, il y a toujours un mélange des deux, mais on va dire qu'ici, on est sur une demande métabolique dominante, ici, neuromusculaire dominante. Hein, et qu'est-ce qu'on voit? C'est ce graphique-ci, eh bien, que les activités plutôt à composante physique, endurance, force, vont avoir un impact assez global, si vous voulez, sur la plasticité neuronale de manière générale. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Les composantes physiques ont un effet global sur la neuroplasticité et le développement de la fonction cognitive. Donc vous allez faire, on va avoir des effets assez globaux. Les activités plus complexes, motrices, elles, vont avoir un effet qui, lui, va être plus spécifique par rapport aux caractéristiques spécifiques de l'activité que vous allez faire. Là, il y a une forme de spécificité au niveau de la plasticité neuronale, mais qui va aussi avoir un effet positif sur la fonction, mais peut-être de manière moins complète. Alors, on voit aussi que le niveau de complexité et le niveau d'intensité peut avoir un impact sur l'efficacité. Par exemple, ça on le sait, que si je fais une activité d'une certaine intensité, ça a été démontré, j'ai besoin de moins de durée d'effort pour avoir le même impact sur la fonction cognitive, par exemple. Donc il y a une notion de dose, d'intensité qui est également présente. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que oui, il y a une forme de spécificité, mais que quelque part, l'ensemble des activités physiques sont quand même bénéfiques, elles sont efficaces et bénéfiques, et qu'il y a finalement peut-être aussi une complémentarité. Donc si vous avez les moyens, le temps, évidemment, c'est mieux de faire à la fois de l'endurance, du renforcement musculaire et de la coordination ou de la souplesse. C'est quelque chose qui est très intéressant, qui est complémentaire. Après, c'est parfois compliqué de mettre dans nos vies déjà hyper remplies. Hein. Ça, je suis bien d'accord. Donc, c'est pour ça que déjà, c'est mieux que rien. Et donc, après, je pense que l'autre élément qui est très important, c'est la régularité. Et pour ça, vous devez prioritairement choisir des activités que vous aimez. Ça, c'est un critère qui est important. C'est choisir des activités qu'on aime, on se sent bien. C'est prioritaire. Et puis, effectivement, s'il y a des choses complémentaires qu'on peut mettre en plus, c'est bien. L'intensité, c'est aussi un facteur qui permet aussi d'avoir des améliorations. Alors, on peut aussi se poser la question des effets sur les apprentissages scolaires. Si ça améliore la fonction cognitive, est-ce qu'au niveau scolaire, est-ce qu'on a des effets positifs? Eh bien oui, et c'est très peu connu, c'est trop peu connu, et ça je ne comprends pas pourquoi. En fait, l'activité physique a un effet bénéfique qui a été mis en évidence par des revues systématiques. C'est des revues qui font la synthèse de toutes les études scientifiques. Et la revue de De Greve est très intéressante. Elle montre que de manière, avec une activité physique ponctuelle, on a une amélioration de l'attention, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais aussi une amélioration de la fonction inhibitrice. La fonction inhibitrice, c'est ce qui vous permet de vous contrôler, d'aller au-delà de vos pulsions, par exemple. Hein? Donc là, c'est quelque chose de très très important comme fonction. Et l'activité régulière va avoir
aussi un effet positif sur l'attention de manière générale, sur les performances académiques et sur 3 des 4 grandes fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, qu'est-ce qu'on a? On a donc, attendez parce que je ne vois pas bien, l'inhibition, que j'ai dit tout à l'heure, la mémoire de travail, c'est ce que vous gardez en mémoire pour réfléchir et pour réutiliser très rapidement, c'est la mémoire à court terme, et la flexibilité cognitive, c'est la capacité à finalement, quand il y a un changement, c'est vite s'adapter et retrouver des solutions, cette flexibilité. Donc ces 3 fonctions exécutives sont améliorées par une activité physique régulière, et donc ça veut dire que si on veut améliorer, ainsi que les performances académiques, si on veut les améliorer et en même temps améliorer la condition physique de nos jeunes, il faut faire plus d'éducation physique, plus d'activité physique. Voilà, évidemment, je vais en faire la promotion parce que je pense que c'est extrêmement important et c'est sous-utilisé. Alors on a vu, ça c'est une synthèse d'éléments, je vais passer très vite dessus. Donc l'activité physique change au niveau structurel, fonctionnel. On a toute une série de changements fonctionnels, morphologie, connectivité, perfusion, c'est le système sanguin, etc. Et puis on sait, alors après toutes les zones ne sont pas touchées de la même façon. Les zones qui ont été les plus étudiées, c'est notamment l'hippocampe, c'est le cortex préfrontal, c'est le noyau gris de la base, c'est l'intégrité de la matière blanche. Voilà, au niveau des scientifiques, c'est ce qui a été souvent mis en évidence dans les effets positifs de l'activité physique sur la fonction cognitive, avec des effets sur la mémoire, fonction exécutive, fonction inhibitrice. Attention, c'est ce qu'on vient de voir au niveau scolaire. Voilà, c'est ce qui ressort souvent au niveau des études scientifiques. Alors, il y a aussi une amélioration de ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un concept très intéressant qui, si vous voulez, représente la capacité de votre cerveau à faire face aux différents dommages qu'il peut subir dans différents contextes, une inflammation, une maladie, le vieillissement, etc. Et donc, cette notion de réserve cognitive, elle fait référence quelque part à la résilience de notre cerveau face à toutes les attaques qu'il peut subir et toutes les dégradations avec le vieillissement, par exemple, qu'il peut subir. Cette réserve cognitive, elle est améliorée de manière générale par notre activité physique. Et donc, c'est ce qui est illustré ici au niveau de la figure. Mais évidemment, il n'y a pas que l'activité physique qui contribue. Il y a les activités cognitives, de relaxation, par exemple, et le contexte social environnemental va aussi contribuer à cette fonction, à cette réserve cognitive. Alors, par rapport à ça, eh bien, c'est vraiment particulièrement important, surtout chez les personnes âgées et lorsque les pathologies neurodégénératives arrivent. On sait que la taille du cerveau diminue avec l'âge. C'est la figure ici qu'on retrouve à gauche. Mais on sait que l'activité physique et la pratique sportive ont un effet sur cette réserve cognitive avec la possibilité de ralentir la diminution ou de mieux maintenir cette notion de réserve cognitive. Alors si on voit les effets de certaines pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, on voit une forte diminution donc, des différents volumes au niveau matière grise, matière blanche dans le cerveau. Et on sait que, et donc forcément c'est hautement problématique, et on sait que l'activité, l'exercice va ralentir, ne va pas empêcher, mais va retarder l'apparition symptomatique, par exemple, et va diminuer l'intensité des symptômes qu'on a au niveau de certaines pathologies. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus utilisé en accompagnement des traitements médicamenteux, et évidemment qui se font, parce que l'activité physique toute seule ne va pas aider, n'est pas suffisante, mais c'est un outil supplémentaire et qui permet d'avoir des effets qui sont assez intéressants. Et dans ce contexte-là, on sait aussi que c'est intéressant de venir combiner pour améliorer cette réserve cognitive, et notamment de combiner l'activité physique avec des tâches cognitives. Notamment, par exemple, faire des doubles tâches. On va faire un exercice et on va faire en même temps, par exemple, un petit calcul mathématique, résolution de problèmes, en même temps. Donc, on fait aller son cerveau tout en faisant un exercice. Alors, on a aussi un impact
de l'activité physique sur les changements comportementaux et socio-émotionnels. Et ça va être mon dernier chapitre, ici, avant de laisser la place à Anne pour l'alimentation. Et là, on sait, je vais aller très vite, parce que je ne peux pas développer tout, mais on sait que l'activité physique, de manière régulière, a un effet positif ou négatif, va réduire le stress, va améliorer la qualité du sommeil, va avoir un effet positif sur l'humeur, va réduire aussi la susceptibilité à la douleur, va améliorer la confiance et la motivation. Et notamment, on sait qu'il y a toute une série d'hormones, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, notamment la dopamine, l'endorphine, la sérotonine particulièrement, l'ocytocine, ça c'est moins évident au niveau de l'activité physique, mais les 3 autres hormones, on sait qu'elles sont libérées pendant l'activité physique et elles vont véritablement aider à ces aspects émotionnels et psychologiques. Donc là, on a une diminution de l'anxiété qui se fait directement après une activité, ça c'est assez rapide. La dépression, ça c'est pas un effet qui se fait tout de suite, mais c'est un effet dans une pratique régulière qui peut s'observer. Et de plus en plus, chez les patients dépressifs, on recommande l'activité physique, le bien-être, l'humeur, l'estime de soi, et avec tout ça, évidemment, tous les aspects positifs qui s'en suivent. Alors, un exemple du plaisir, du bonheur lié à l'activité physique. Ceux qui font de la course à pied, peut-être que ça vous dit, ça vous parle. Il y a le concept de runner's high. Parfois aussi, on parle de flow. C'est un état dans la course à pied en endurance que l'on va rencontrer et dans lequel on a un peu l'impression de sensation de bien-être, un état un peu euphorique et on a cette sensation de flotter, d'apaisement extrême. On ne sent pas la douleur, donc c'est très intéressant parce qu'on ne ressent pas la souffrance liée à l'intensité de l'effort. Et ça peut durer parfois plusieurs minutes, ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est assez agréable. Alors, c'est quelque chose que va généralement vivre des coureurs qui sont réguliers. C'est clair qu'un débutant, par exemple, qui a des grandes difficultés, qui est en souffrance dès le départ, je suis désolé pour la mauvaise nouvelle, mais il ne va pas tout de suite rencontrer le runner's high. Et parfois, il faut des mois, parfois même des années de pratique, mais souvent, ça finit par arriver au niveau des coureurs d'endurance. Et en fait, il faut savoir que ça provient de la libération d'une série de molécules dont les dérivés sont parfois très connus, le pavot avec la morphine. Eh bien, l'endorphine, c'est une molécule naturelle qui va avoir un effet sur la douleur, réduire la douleur et améliorer l'apaisement. Les endocannabinoïdes, on a naturellement une sécrétion de molécules qui sont proches du chanvre, donc du cannabis, avec un effet sur l'anxiété, sur la douleur. Et donc, l'ensemble de ces molécules peuvent venir générer ce sentiment de bien-être euphorisant et qui peut être motivant. Voilà. Donc ça, c'est des expériences qu'on peut vivre dans l'activité physique et qui vont faire aussi qu'à un moment donné, on va adhérer, on va répéter, on va avoir envie d'aller courir et ça va être un vrai moment de plaisir. Voilà. Et c'est très bien, parce qu'en plus, vous faites du bien pour votre santé. Le petit hic, il y a quand même un petit hic, c'est que parfois, ça peut devenir addictif. Voilà. Ça, c'est même le gros problème. On a effectivement parfois des coureurs, mais ce n'est pas que dans la course à pied, on le peut avoir aussi dans la musculation. On a un cycle de bien-être, sevrage, besoin de revivre la même stimulation et on recommence. Et il y a une habituation qui fait qu'on en veut toujours plus et on rentre dans le cycle de l'addiction. Donc voilà, ça c'est pas si fréquent, mais ça existe. C'est peut-être une des moins pires addictions, mais il y en a qui vont très loin. Et puis ça peut avoir un impact sur la santé, on peut en arriver à du surentraînement, et là ça peut vraiment détruire la santé. Et puis ça a aussi des impacts parfois sur la vie familiale, sociale, etc. Voilà. Là donc, ça c'est aussi, je pense qu'il est important aussi d'en parler. Ah, petite pause. On avait dit, il y en a une pour Anne, une pour moi. C'est ça, hein? Alors, je ne vais pas me mettre debout quand même.
Hein? Non, je viens ici devant, ça va? Alors, on va faire, pour ma pause active, à moi, on va faire une double tâche. Donc, tout le monde debout. Un, deux, très bien. Alors, double tâche, je l'ai vu tout à l'heure, on va le faire. Donc, on va commencer simple. La double tâche va être très simple à chaque fois. La tâche cognitive, c'est une table de multiplication dans le sens inverse. Vous allez voir, ça va être simple. On va commencer par la table de 2, en commençant par 20. Donc ça veut dire 20, ensuite 18. Voilà, ok, on a compris. Et on va essayer de synchroniser ça avec le mouvement. D'accord? Donc le mouvement, quand je vous le dis, on commence ensemble. D'abord, on fait le mouvement sans la table. Mouvement, simplement marcher avec une opposition des bras. Ça va? On est prêt? 3, 2, 1, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Ok, parfait. Alors, on va mettre un peu de coordination motrice. Il ne faut quand même pas que ce soit trop facile. Je montre la petite coordination. Je n'ai pas trouvé des trucs trop compliqués, hein, mais on va voir. Donc, quand on compte, on doit tendre un bras devant, l'autre au-dessus. Puis on ramène, et puis on fait l'inverse. OK? Comme ça. On peut même ouvrir, là, comme ça. OK? Et alors, à chaque fois qu'on ouvre la main, on lâche un chiffre. Alors, table de 3 dans le sens inverse, on commence par 30. OK? On est prêt? On commence tout de suite? Allez, c'est parti. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. Wow, j'ai pas entendu d'erreur. Bravo. Allez, troisième stade. On va utiliser les bras et les jambes. OK? Donc, quand je vais descendre, je vais tendre mes bras vers le haut. OK? Alors, s'il y en a qui sont très forts, ils peuvent alterner une fois un bras droit, une fois un bras gauche. OK? Ça, c'est pour les très forts. Je vous laisse le challenge. Table de 4. OK? On commence à 40. On est prêt? 3, 2, 1. 40. 36. 32. 28. 24. 20. 16. 12. 8. 4. 0. Wow. Bon, une dernière pour le challenge. Donc, je monte le mouvement. Ici, petit pas latéral. Non, non, attendez, c'était 1, 2. Pas latéral ici. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. OK, on l'a? Alors, on va tenter la table de 7. C'est le dernier, promis. Comment? Alors, on commence par ce côté-là. Donc, 1, 2, 3, 70. 1, 2, 3, 63. 1, 2, 3, 56. 1, 2, 3, 49. 1, 2, 3, 42. 1, 2, 3, 35. 1, 2, 3, 28. 1, 2, 3, 21. 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 0. Bravo! Ouh. Voilà. Je passe la parole à Anne pour la partie suivante. Bon. Donne-moi le truc. Voilà. Ça fait du bien de faire une petite pause, hein. Alors. Là, vous êtes à niveau concentré attentif.
Ça ne marche pas? Si? Ah si. Voilà. Donc évidemment, moi, je viens maintenant avec l'influence de l'alimentation sur le cerveau. Alors, Boris a bien expliqué que l'activité physique engendrait des transformations au niveau neuronal dans le cerveau, etc. C'est un petit peu comme s'il y avait des petits maçons là, qui construisaient un petit peu le cerveau. Eh bien, moi, avec l'alimentation, je vais apporter les briques et le ciment pour mettre tout ça en place. Alors, avant de voir les aliments qui sont bons, qui sont indispensables pour le cerveau, ce petit schéma vous montre en fait quels sont les effets néfastes qu'ont les aliments ultra transformés sur le cerveau. Oh, pardon, je me trompe chaque fois de... Voilà, pour pointer. OK. Donc, la première chose, les aliments ultra transformés, ils sont fabriqués de façon à ce que vous les aimiez. Donc, ils ont des qualités organoleptiques, des propriétés organoleptiques qui font que ça va stimuler vos papilles. Donc, ce sont des mélanges souvent de croquants, d'onctueux, des mélanges de goût aussi, du salé, du sucré. Rien que d'y penser, je suis sûre que vous avez déjà la salive qui vous monte à la bouche. Ensuite, les aliments ultra transformés, ils sont aussi très faciles à avaler. On ne doit pas beaucoup mastiquer. Alors, ces propriétés font en sorte que, d'abord, on a envie, parce que c'est bon, on a envie d'en manger de plus en plus, mais en plus, le système de régulation de la satiété ne se fait plus de façon tout à fait optimale. Donc, il y a une sorte de mécanisme qui est enclenché, qui fait que quand on mange des aliments ultra transformés, on a envie d'en manger encore plus. Alors, les aliments ultra transformés contiennent aussi des substances, souvent des graisses transformées, des sucres, qui vont influencer le microbiote intestinal. On a vu tout à l'heure l'importance du microbiote intestinal sur l'influence qu'il peut avoir sur le cerveau. Et donc, ces aliments peuvent créer ce qu'on appelle une dysbiose, donc qui vont perturber complètement le microbiote et entraîner des problèmes de régulation du glucose, de la glycémie, des problèmes inflammatoires et un stress oxydatif directement au niveau du cerveau. Des études ont montré que ces aliments étaient aussi contenaient aussi fréquemment des substances chimiques, certaines substances chimiques étant qualifiées d'obésogènes, donc qui font en sorte que la personne a tendance à prendre du poids. Et donc, on voit aussi qu'il y a des facteurs externes qui vont avoir une influence sur le cerveau. Alors, les facteurs externes, c'est par exemple le fait d'être exposé à de nombreux aliments de ce type. C'est le marketing, par exemple, qui vont influencer directement le cortex préfrontal, qui, Boris l'a dit, agit sous forme de régulateur. Et ces agents externes vont faire en sorte que finalement, ça va perturber un petit peu notre choix. Donc, en fait, on pense qu'on a le choix, mais on n'a pas vraiment le choix. Et donc, il y a toute une série de maladies qui sont en rapport avec la consommation d'aliments ultra transformés. On l'a vu, le système de dépendance, les effets néfastes sur la régulation de l'appétit qui entraînent la suralimentation avec obésité, problèmes cardiovasculaires, diabète, enfin toutes les maladies qui sont liées à l'obésité, une altération des fonctions cognitives, de la mémoire, de l'attention, un impact sur le développement du cortex préfrontal, donc sur le contrôle de l'impulsivité. Des études ont montré un lien entre l'alimentation, entre la consommation d'aliments ultra transformés et la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, et avec des états dépressifs.
probablement via le microbiote intestinal, comme on l'a démontré tout à l'heure. Alors, on se demande, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas des bons aliments? Il faut dire que tous les jours, en moyenne, on prend 200 décisions par rapport à l'alimentation. Le matin, vous vous levez, vous dites, qu'est-ce que je vais manger? À midi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre sur mes tartines, etc. Environ 200 décisions sont prises sur une journée par rapport à l'alimentation. Dans les magasins, il y a environ 12 000 produits différents. Donc, vous voyez, vous avez le choix. Donc, c'est difficile de choisir. Et il est prouvé qu'un enfant naît avec un système de régulation de l'appétit normal. C'est-à-dire que, normalement, vous devriez, naturellement, tout le système très complexe de régulation de l'appétit doit faire en sorte que vous mangiez ce qui est bon pour votre santé et en quantité suffisante, ni trop, ni trop peu. Ça, c'est le système normal qui est bien régulé et dans un environnement normal. Ici, dans nos sociétés, nous ne sommes pas dans un environnement normal. Nous sommes en abondance alimentaire, donc il y a trop de choix, on ne sait pas quoi choisir, et donc on est un peu confus. D'accord ? Donc on l'a vu, les qualités propres de ces aliments font en sorte que, on est un peu dans une sorte de cercle vicieux, et notamment il y a le fameux cercle vicieux du sucre, où le fait de manger sucré vous fait manger de plus en plus d'aliments sucrés. En général, les aliments ultra transformés sont meilleur marché. Donc, on a remarqué que chez les personnes qui sont plutôt de faibles revenus, la consommation d'aliments ultra transformés est plus importante. En général, ce sont des aliments pratiques. C'est facile en voiture de passer au McDonald's, on va chercher un petit hamburger, une portion de frites, on rentre chez soi, on peut manger ça tout de suite. Donc c'est très pratique et très facile à manger. Enfin, il y a un marketing important sur tous les produits. Et s'il y a des personnes qui connaissent très bien le cerveau humain par rapport à ça, ce sont les personnes qui font les publicités pour les aliments ultra transformés. Le problème, c'est que le marketing concernant la malbouffe est surtout dirigé, ciblé vers les enfants et les adolescents. Pourquoi ? Parce que les enfants, ce sont les consommateurs de demain, évidemment, mais aussi parce que les enfants influencent les choix de leurs parents. Donc quand ils vont au magasin avec leurs caprices, etc., ils font acheter à papa, à maman ce qu'ils ont envie. Et du coup, ils consomment des aliments ultra transformés qui les font consommer de plus en plus d'aliments ultra transformés. Donc c'est là ce qu'on appelle la cascade des effets de la promotion des aliments. Alors la publicité, évidemment, elle est un petit peu contrôlée au niveau de la télévision, mais il ne faut pas oublier que maintenant, il y a tous les canaux des réseaux sociaux, etc., qui font en sorte que là, la publicité est difficile à contrôler. Et pourtant, ce devrait être une priorité, je pense, de nos gouvernements, de limiter la publicité pour ce type d'aliments chez les enfants et chez les adolescents. Et on voit que ça fonctionne. Vous voyez l'actionnariat des plus grandes firmes d'aliments ultra transformés. Il n'a fait qu'augmenter depuis 1963 jusqu'en 2018. Donc, ça marche. Alors, quels sont les aliments dont le cerveau a vraiment besoin ? Bon, il n'y a pas de secret, hein. Donc, les aliments, d'abord, le cerveau, il a besoin de glucides, mais surtout des glucides complexes. Le cerveau, les cellules nerveuses fonctionnent au glucose.
Donc c'est le sucre, le principal carburant de la cellule nerveuse. Mais c'est surtout les sucres complexes qui sont indispensables. Ceux que l'on retrouve dans les fruits, les légumes et dans les céréales. Par contre, il faut éviter absolument le sucre libre, donc le sucre qui est ajouté. On estime qu'il faut en apporter maximum 10% de l'apport énergétique journalier. 10% de l'apport énergétique journalier pour quelqu'un qui a besoin de 2000 calories, ça représente 50 grammes. 50 grammes de sucre. Une canette de coca de 33 centilitres, c'est 34 grammes de sucre. Donc vous voyez que si vous buvez 2 canettes de coca, eh bien vous avez déjà bu trop de sucre, ingéré trop de sucre. Ensuite, le cerveau a besoin de lipides, de graisse. Le cerveau est constitué à 60% de graisse. Donc, le cerveau a besoin de graisse, mais les bonnes graisses, les acides gras essentiels. Il y a les acides gras non essentiels, parce que là, le corps peut les fabriquer. Les acides gras essentiels, c'est un peu comme les vitamines. Le corps ne peut pas les fabriquer. Donc, il doit les trouver dans la nourriture. Ce sont les fameux oméga 6 et oméga 3. Donc là, on les trouve principalement dans les poissons gras, dans les fruits oléagineux, dans les fruits à coque. Et donc, ces acides gras essentiels sont absolument indispensables au développement du cerveau. Ensuite, le cerveau a besoin de protéines, évidemment, c'est important. Mais des protéines, on en trouve un petit peu dans pas mal d'aliments différents. Mais il y a des acides. Donc les protéines, elles sont constituées d'acides aminés. Et parmi ces acides aminés, il y a des acides aminés essentiels aussi. C'est le cas, par exemple, du tryptophane. Alors, le tryptophane, c'est l'acide aminé qui est à la base de la fabrication de la sérotonine. Boris en a parlé tout à l'heure. La sérotonine, c'est un médiateur, un neuromédiateur. Les protéines, en ce qui concerne les protéines, ce qui compte, c'est de varier les sources de protéines. Donc, il faut absolument limiter la consommation de viande pour différentes raisons, parce que la viande apporte notamment des acides gras, des mauvais acides gras, mais aussi pour une raison écologique. Je trouve que c'est important de limiter la consommation de viande. Par contre, il faut multiplier les apports, varier les apports en protéines. Et les principaux aliments qui apportent des protéines, ce sont les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses, les produits laitiers, les œufs, les œufs, je l'ai dit, principalement. Donc, il faut essayer de varier. Et à ce sujet-là, on ne parle pas de régime végétarien ni végétalien, mais plutôt de régime flexitarien. Donc, manger moins de viande, varier plus les apports en protéines. Ensuite, le cerveau a besoin de vitamines aussi. Les vitamines, ce sont des substances que nous devons aller chercher uniquement que nous allons chercher dans la nourriture. Le corps ne les fabrique pas, donc il faut absolument apporter suffisamment de vitamines, notamment les vitamines du groupe B et la vitamine C, la vitamine D, qui, elles, agissent principalement comme antioxydants. Dans quoi trouve-t-on des vitamines ? Dans les vitamine C, dans les fruits et les légumes. La vitamine B, vous voyez ici la B12 par exemple, dans les produits qui apportent aussi des protéines. Et enfin, il faudra aussi un apport en minéraux. Le zinc et le cuivre sont importants pour le développement du cerveau. Et enfin, un apport important en fibres. Pourquoi ? Les fibres ne vont pas être assimilées par notre organisme, mais par contre, les fibres, c'est la nourriture de notre microbiote. On a vu l'importance du microbiote tout à l'heure. Donc, c'est très important d'avoir un apport en fibres suffisant. Et donc là, vous voyez déjà que l'important, ça va être évidemment de varier l'alimentation le plus possible, d'avoir une alimentation aussi, on dit souvent, colorée, donc avec beaucoup de fruits, de légumes et de produits d'origine céréalière.
Mais ce qui est aussi important à savoir concernant l'alimentation par rapport au cerveau, c'est qu'il y a des périodes clés très importantes. Et là, l'alimentation est fondamentale. Les périodes clés, c'est déjà lorsque la femme est enceinte. À l'intérieur de son ventre, il y a un petit être qui se développe. C'est important de lui apporter ce dont il a besoin. Par exemple, les acides gras essentiels sont excessivement importants parce qu'ils vont aider à la formation du tronc neuronal. Le nourrisson, l'idéal, lorsque l'enfant naît, évidemment, c'est qu'il soit nourri au sein. L'allaitement maternel est absolument le plus adapté à l'enfant. Les laits de substitution sont bien équilibrés, ils apportent tous les nutriments qu'il faut, mais il y a une chose que le lait de substitution ne peut pas apporter par rapport au lait maternel, c'est le goût. Déjà, le lait maternel n'a jamais le même goût. En fonction de ce que la maman mange, le lait maternel va avoir un goût différent. Donc, pour amener l'enfant plus tard à développer cette capacité-là, eh bien, l'allaitement maternel est plus performant par rapport à l'allaitement artificiel. Ensuite, le bébé. Le bébé, c'est quoi? Le nourrisson. Le bébé, c'est quand le nourrisson commence à manger d'autres aliments. Alors, à ce moment-là, l'enfant, il est très dans les sens. Donc, c'est important à ce moment-là de lui faire goûter plein de choses différentes. Donc, la période de transition est excessivement importante. On parle, pour cette période-là, donc en partant de la femme enceinte, du nourrisson et du bébé le bébé, c'est environ jusqu'à 2 ans, de la période des 1000 premiers jours. Donc, l'importance des 1000 premiers jours pour l'alimentation, pour le développement du cerveau. Évidemment, après, eh bien, chez l'enfant, etc., c'est toujours très important de lui faire goûter plein de choses aussi parce qu'il faut absolument développer son aptitude à goûter les choses, à goûter des textures différentes, des goûts différents, pas tout le temps la même chose. C'est une question d'éducation. C'est important aussi chez l'adolescent. On sait que les adolescents, ils ont tendance à faire du mimétisme. Donc, bon, c'est normal, on ne va pas tout le temps manger comme ça. Si on fait une petite incartade ou quoi, ce n'est pas grave. Mais si votre enfant est bien éduqué, qu'il a été bien éduqué au goût, etc., eh bien, à ce moment-là, les petites incartades, ce n'est pas trop grave. L'alimentation chez la personne âgée est importante aussi pour éviter la dégénérescence du cerveau, comme Boris vous l'a expliqué. Et donc, on peut se demander si les recommandations alimentaires sont suivies. Si on regarde le graphique de gauche, c'est des études qui ont été faites en France. Et vous voyez par exemple ici qu'environ presque 70 à 75% de la population a une consommation inférieure aux recommandations en poisson. Or, on a vu que le poisson gras était très important pour l'apport en acides gras essentiels. Par contre, 100% de la population a une consommation supérieure aux recommandations en ce qui concerne les viandes transformées, la charcuterie. En Belgique, 12% seulement des Belges mangent 5 fruits et légumes par jour. Par contre, un Belge sur 4 boit quotidiennement des boissons sucrées. Donc vous voyez que les recommandations alimentaires ne sont pas du tout suivies. Alors, les recommandations, tout le monde connaît la fameuse pyramide alimentaire. Donc ici, je n'ai pas mis la traditionnelle pyramide alimentaire. J'ai mis une autre pyramide. C'est une pyramide qui est développée par les néerlandophones, qui est une pyramide inversée, mais qui montre
très bien quel type d'aliments il faut augmenter. Ça ne va plus, tiens. Donc, voyez ici donc, les aliments qui se trouvent voilà, au sommet là-bas. Ce sont les aliments qu'il faut augmenter, dont il faut augmenter la consommation. Donc, il faut en manger plus. Il faut manger plus de fruits, de légumes. Il faut manger plus de légumineuses, plus de fruits à coque, plus d'huile de bonne qualité, plus de féculents, surtout des céréales complètes. D'accord ? Et par contre, il faut manger moins de viande, moins de beurre. Donc, voilà. Donc ici, on a plutôt une idée de comment améliorer son alimentation. Et alors, aussi peu que possible, là-bas, les petits aliments qui se trouvent en dessous à droite, les aliments ultra transformés. À quoi peut ressembler une assiette ? Voilà. Donc, dans un repas équilibré, vous voyez que l'assiette, elle est bien remplie de fruits et de légumes. Elle contient des féculents, des viandes ou substituts de viande, des fruits, du lait. Si on est allergique au lait, on peut se tourner vers des substituts de lait végétaux. C'est à toi. Voilà, merci. Merci Anne pour cette partie sur l'alimentation. Et donc, si on veut un peu synthétiser ce qu'on a vu aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup d'aspects importants de notre comportement qui sont assez difficiles à rencontrer dans notre société, qui a plutôt tendance à nous attirer vers justement la sédentarité, c'est un lapsus, effectivement, c'est presque ça, dans la sédentarité et de la malbouffe. Donc, il est très important de prendre le taureau par les rênes et de le faire par les cornes, pardon. Oh, je commence à être fatigué. Et de favoriser une éducation de qualité dès l'enfance qui sera au service du bien-être, de la santé à long terme. Et il faut savoir qu'il y a des concepts qui sont de plus en plus émergents, qu'on voit de plus en plus et qui sont pertinents. C'est notamment les concepts de littératie physique et de littératie alimentaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc on va un peu parler de ces concepts et Anne va d'abord commencer par la littératie alimentaire. Donc, ce sont des concepts qui viennent du Canada et on peut lire la définition de la littératie alimentaire par Santé Canada. Donc, la littératie alimentaire inclut les compétences, les pratiques alimentaires apprises et utilisées tout au long de la vie pour se débrouiller dans un environnement alimentaire complexe. On a vu que le nôtre était bien complexe. Elle prend en compte les facteurs d'ordre social, culturel, économique et physique liés à l'alimentation. Donc en fait, l'éducation va avoir pour objectif de développer la littératie alimentaire. Bon, la littératie alimentaire, ce n'est pas simplement connaître les aliments ou connaître la pyramide alimentaire. Non, c'est bien plus large que ça. C'est connaître, par exemple, l'origine des aliments, de connaître plus ou moins leur composition, mais aussi de savoir, lorsqu'on va au magasin, les choisir, de savoir peut-être lire les étiquettes, de savoir pour les enfants d'où viennent les légumes, etc. Donc, pourquoi pas d'avoir un petit potager et d'apprendre un petit peu à jardiner et à faire pousser les légumes. C'est aussi, par exemple, avoir une éducation au goût. Il y a des classes de goût qui se font, par exemple, en France, ça se fait assez bien. Donc, c'est vraiment prendre l'éducation dans sa globalité, dans le but que la personne devienne autonome et puisse choisir les aliments pour avoir une alimentation saine. Donc, c'est vraiment induire un bon comportement alimentaire. Voilà, et au niveau physique, au niveau de l'activité physique, alors j'ai montré tout à l'heure le modèle du DLTSAP, donc c'est très important aussi d'avoir une éducation qui se fait dans l'enfance et tout au long de la vie. Alors je vais plus redétailler, je ne vais pas prendre le temps de détailler tous les schémas, mais on retrouve notamment dans ce modèle l'importance du développement de la littératie physique qui
doit être initiée idéalement chez l'enfant. Mais de nouveau, ce n'est pas grave. Si on n'a pas été éduqué à ça, eh bien, on peut en fait progressivement acquérir les compétences, les connaissances et un comportement qui va être favorable à un changement de comportement. Donc ça peut se faire tout au long de la vie, mais c'est plus facile si c'est fait dès l'enfance. Donc la littératie physique, c'est un concept qui est similaire, qui reprend en gros les mêmes éléments. On retrouve 4 grandes dimensions. C'est la motivation, c'est la confiance, c'est la connaissance, la compréhension de l'individu et ses compétences physiques qui lui permettent, si vous voulez, d'être conscient de l'importance d'une activité physique régulière pour son bien-être, pour sa santé, tout au long de la vie. Ce sont en fait ces 4 grands piliers qu'on va essayer de développer. Donc un pilier qui est vraiment de développement des compétences physiques et motrices, un aspect de prise de connaissance et de une compréhension des enjeux qui se font. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes justement dans cette démarche de motivation, c'est-à-dire arriver à dépasser le cadre de la motivation extrinsèque pour qu'elle devienne véritablement intrinsèque, ce qui est très important pour le maintien. Et puis la confiance en fonction de son niveau, de pouvoir se dire, ben voilà, je le fais, je suis à mon niveau, je fais quelque chose qui me convient et j'ai envie de continuer. Voilà. Et ça, ce sont les 4 piliers qui permettent d'espérer, d'avoir en tout cas un comportement qui est favorable à une activité physique tout au long de la vie. Il faut savoir que maintenant, cette notion de littératie physique, comme littératie alimentaire, se développe de plus en plus, et notamment dans l'éducation scolaire. On a commencé à introduire maintenant, au niveau des programmes, cette notion de littératie physique. Voilà, on va conclure. Je pense qu'on a eu déjà une longue conférence, on est tous fatigués. Donc, en conclusion, l'alimentation et l'activité physique, eh bien, on va retrouver des enjeux qui sont convergents pour notre cerveau, notre santé, notre bien-être à long terme. Alors, il faut quand même faire le constat d'une forme de conflit d'intérêts sociétal majeur, parce qu'on part quand même de 2 problèmes sociétaux qui sont hautement problématiques pour notre santé et notre bien-être et auxquels on n'a pas de solution très efficace quand on voit l'évolution de notre société. Donc là, on a un peu l'impression de lutter contre une inertie qui est beaucoup plus puissante que toutes les bonnes actions qu'on pourrait faire. Et donc là, on a besoin peut-être un peu plus de l'aide des politiques, de ceux qui décident en haut du système. L'importance d'une éducation de qualité dès l'enfance, la littératie physique et la littératie alimentaire qu'on a parlé. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard et que chaque petit effort compte. Voilà. Et donc, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à faire votre petit effort. Voilà. Merci pour votre attention.